Ils appelèrent Thomas Brennan un fou quand il tendit toile à travers les chevrons de sa cabane en fin octobre de 1873. Ses voisins dans la colonie du territoire du Montana de Bitterroot Valley l'avaient regardé transporter des poteaux de pin et étirer une toile de coton huilé à l'intérieur de ce qui aurait dû être son espace de vie d'hiver, créant ce qui ressemblait à une tente plantée juste là sur le plancher de sa cabane. Les autres colons secouèrent leur tête alors qu'ils empilaient leur propre pile de bois haut, certains avec 6 ou 7 cordes de bois fendu et prêtes pour les mois brutaux à venir. Brennan avait à peine 3 cordes de bois empilées contre son mur nord, et maintenant il gaspillait espace et effort sur cette ridicule machinerie. Vieux William Strower, qui avait survécu 11 hivers du Montana, dit à quiconque avait écouté que le nouveau venu ne s'en sortirait pas jusqu'à Noël. Avant que vous ne décidiez si Thomas Brennan était un fou ou un génie, assurez-vous que vous êtes abonné, parce que cette histoire ne se déroule pas de la manière que ses voisins attendaient. Margaret Witt, dont le mari avait gelé 2 hivers auparavant, dit que c'était une honte de regarder un homme creuser sa propre tombe avec toile et pain. Mais Thomas Brennan continua de travailler mesurant et remesurant, coupant et cousant, créant ce que tous convenaient était l'intérieur le plus étrange qu'aucune cabane du territoire n'avait jamais vu. La sagesse conventionnelle était simple et universelle à travers chaque colonie frontière du Montana au Dakota. Vous scelliez chaque fissure dans les murs de votre cabane avec mousse et argile. Vous bâtissiez votre pile de bois aussi grande que vous pouviez possiblement devant la première neige. Vous gardiez votre feu brûlant jour et nuit de novembre à mars, le nourrissant constamment parce que le moment où ces flammes s'éteignaient, le froid s'infiltrerait à travers chaque bûche et planche et engelure ou pire suivrait. Une cabane de colons standard nécessitait environ 6 à 8 cordes de bois pour s'en sortir à travers un hiver du Montana. C'était le calcul accepté, prouvé par des années de dure expérience. Une seule corde mesurait 4 pieds de haut pour pieds de large et 8 pieds de long quand correctement empilée. La plupart des hommes passaient leur entier fin d'été et début d'automne, ne faisant rien d'autre que d'abattre des arbres, traîner des bûches et fendre du bois jusqu'à ce que leurs mains saignent et que leur dos crine. C'était le prix de la survie, et personne ne le questionnait. Thomas Brennan était arrivé dans la Bitterroot Valley ce printemps de 1873 avec sa femme Sarah et leurs 2 jeunes filles, Emma et Claire. Il avait été un charpentier en Pennsylvanie avant la guerre, servi 3 ans avec l'armée de l'Union et appris de dures leçons sur rester au chaud dans des conditions impossibles. Il avait vu des hommes dans des camps d'hiver brûler du bois plus vite que les chariots de ravitaillement ne pouvaient le transporter. Regarder des soldats se blottir autour de feux qui consumaient des arbres entiers, pourtant les laissaient trembler à 10 pieds de distance. Il avait aussi passé un hiver dans une tente en toile pendant la campagne de Vicksburg, et il avait remarqué quelque chose qui lui était resté. Les hommes qui gardaient leur tente plus serrée et plus petite, qui créaient cette espèce clos dans le plus grand froid, ils souffraient moins que ceux qui essayaient de chauffer des zones ouvertes. Quand il avait acheté ses 160 acres sous le Homestead Act et bâti sa cabane de 16-20 pieds, il avait fait les mathématiques dans sa tête, 320 pieds cubes d'espace à chauffer. Mais, et s'il n'essayait pas de tout chauffer, la tente intérieure qu'il construisit mesurait 10 pieds x 12 pieds avec un toit en pointe qui s'élevait à 7 pieds au centre et descendait à 5 pieds sur les côtés. Il avait utilisé 8 poteaux de pin, chacun soigneusement dénudé et mesuré, insérés dans des supports qu'il avait boulonnés au plancher de la cabane. La toile elle-même était une toile de coton épaisse, le genre utilisé pour les couvertures de wagons traités avec un mélange d'huile de lin et de cire d'abeille, jusqu'à ce qu'elle soit presque imperméable et remarquablement hermétique. Il l'a mis en double couche, créant un espace de 2 pouces entre les murs de toile intérieure et extérieure. Le plancher de cette tente intérieure fut surélevé de 6 pouces du plancher de la cabane sur une plateforme de bûches fendues avec une épaisse couche d'herbe séchée
et d'aiguilles de pin en dessous pour isolation. La tente avait une seule entrée, un rabat qui pouvait être attaché fermé de l'intérieur et un petit trou d'aération au sommet qui pouvait être ouvert ou fermé avec un cordon de serrage. À l'intérieur de cette structure en toile, il plaça les lits de la famille, une petite table et un minuscule poêle en tôle qui mesurait à peine 18 pouces de chaque côté. Le tuyau du poêle montait à travers le trou d'aération de la tente, à travers le toit de la cabane au-dessus. Ses voisins regardèrent cette construction avec une perplexité croissante. Samuel Chan, qui tenait un petit poste de traite dans la colonie, lui demanda directement ce qu'il pensait qu'il faisait. Brennan expliqua son raisonnement, sa théorie sur le chauffage d'espace plus petit, plus efficacement, sur l'utilisation de la cabane elle-même comme tampon contre le froid extérieur et la tente comme l'espace de vie réel. Sean écouta poliment, puis lui rappela que les hivers du Montana pouvaient descendre à 40 sous zéro, que les vents pouvaient hurler pendant 3 jours d'affilée, que des hommes avaient gelé à mort dans leur propre maison quand leur feu s'éteignait. Comment exactement Brennan pensait-il qu'une tente de camping à l'intérieur d'une cabane allait le sauver quand il manquerait de bois en janvier? Brennan juste sourit et dit qu'il ne pensait pas qu'il manquerait. C'est alors que le rire vraiment commença. La science derrière ce que Thomas Brennan avait créé était saine, bien qu'il n'aurait pas pu l'expliquer en termes thermodynamiques modernes. Ce qu'il comprenait intuitivement était le principe d'isolation en couches et de volume réduit. La cabane elle-même, avec ses murs de bûches shed et toits en scie, fournissait la première barrière contre les brutales températures externes. L'espace d'air mort entre les murs de la cabane et la tente intérieure créait une zone tampon, une barrière thermique qui piégerait une partie de la chaleur rayonnante de la tente et empêcherait le pire du froid externe d'atteindre l'espace de vie. La tente elle-même, avec sa construction en toile à double paroi, créait une autre couche isolante. Mais le vrai génie était dans la réduction du volume. Au lieu d'essayer de chauffer 320 pieds cubes d'espace, il chauffait environ 600 pieds cubes à l'intérieur de la tente. C'est à peine 1/5 du volume. La quantité de carburant nécessaire pour maintenir des températures confortables dans cet espace réduit serait dramatiquement moins que ce qui était requis pour chauffer toute la cabane. De plus, la plateforme de plancher surélevé créait encore une autre couche isolante, empêchant le froid brutal qui rayonnait du sol gelé d'atteindre la famille pendant qu'ils dormaient. Octobre céda la place à novembre, et les premières neiges arrivèrent. De légers saupoudrages d'abord, puis de plus lourdes chutes qui commencèrent à s'accumuler. Les températures tombèrent dans les 20 la nuit, et la fumée montait de chaque cheminée dans la colonie, alors que les familles commençaient leur feu d'hiver. Thomas Brennan allumait son minuscule poêle chaque soir, brûlant peut-être un quart de ce que ses voisins nourrissaient à leur plus grande cheminée. Le petit poêle chauffait l'intérieur de la tente à des niveaux confortables en 30 minutes. La chaleur n'avait nulle part où aller, piégée par les murs et le plafond de toile, rayonnant vers le bas dans l'espace de couchage. La famille dormait au chaud sous des couvertures de laine. La température à l'intérieur de la tente restant stable, même lorsque la cabane elle-même devenait froide. Le matin, quand Brennan émergeait de la tente dans la cabane principale pour récupérer des provisions ou s'occuper des petites tâches qu'il faisait là, il pouvait voir son souffle dans l'air frigide. Mais à l'intérieur de la tente, ses filles jouaient dans leurs sous-vêtements confortables et au chaud. La colonie regardait et chuchotait. Certains pensaient qu'il menait une expérience dangereuse avec les vies de sa famille. D'autres estimaient qu'il reviendrait à la raison quand le vrai froid arriverait. William Strower se fit un devoir de compter la pile de bois de Brennan chaque fois qu'il passait, notant à haute voix qu'elle ne semblait pas rétrécir très vite, ne doit pas garder son feu allumé correctement. Strayer dit « Va payer pour ça quand le gel profond viendra ». Margaret Whit invita Sarah Brennan à amener les filles et à rester avec elle quand Thomas reviendrait à la raison. Une offre faite avec une préoccupation sincère et un soupçon de pitié,
Mais Sarah déclina poliment. Elle avait été sceptique elle-même au début, mais après les premières semaines, elle ne pouvait nier l'évidence. Ils étaient au chaud, les enfants étaient en bonne santé, et la pile de bois était à peine touchée. Décembre arriva avec les dents à découvert. Une tempête déferla du nord le 5 du mois, laissant tomber 2 pieds de neige en 3 jours et faisant chuter les températures dans les chiffres uniques. Le vent trouva chaque faiblesse dans chaque structure, hurlant à travers fissures et espaces, faisant même aux cabanes bien bâties se sentir comme des tamis. Les résidents de la colonie se blottirent près de leur feu, nourrissant bûche après bûche dans les flammes qui semblaient fournir de la chaleur, pour seulement quelques pieds dans n'importe quelle direction. Le froid était une présence vivante, un ennemi qui pressait contre murs et portes et fenêtres, cherchant entrée. Les hommes passèrent un quart de corde de bois en ces 3 jours seuls, leur pile de bois rétrécissant à un rythme alarmant. Certains commencèrent à faire des calculs, se demandant s'ils avaient mal calculé si 6 cordes de bois seraient réellement suffisantes. Thomas Brennan brûla peut-être 30 petites bûches en ces mêmes 3 jours. Son minuscule poêle, à peine assez grand pour tenir des morceaux de bois plus longs que 14 pouces, buvait le carburant comme un avare thésaurisant des pièces. L'intérieur de la tente restait confortable, planant autour de 65 degrés. Les murs de toile ondulaient occasionnellement quand des rafales particulièrement fortes frappaient la cabane dehors, mais c'était l'étendue de l'intrusion de l'hiver. La cabane elle-même agissait comme un brise-vent, absorbant et déviant le pire de la force de la tempête. La tente ne ressentait jamais le vent directement. La zone tampon entre les murs de la cabane et la tente signifiait que même si l'intérieur non chauffé de la cabane tombait à peut-être 20 degrés, c'était encore 20 degrés plus chaud que dehors. La tente n'avait qu'à combler l'écart entre 20 et 65, pas entre 10 sous 0 et 65. Les économies d'énergie étaient énormes. Ce que Thomas avait aussi compris de son expérience de l'armée était la valeur de la chaleur corporelle humaine dans un espace confiné. Car les gens dans une petite zone close génèrent une quantité significative de chaleur. Quand son minuscule poêle s'éteignait pendant la nuit, la température de la tente chuterait, mais pas catastrophiquement. Les 4 corps endormis maintenaient assez de chaleur pour qu'elle ne tombe jamais en dessous de 50 degrés à l'intérieur de la tente, même quand aucun feu ne brûlait. En contraste, ses voisins dans leur grande cabane trouvèrent que quand les feux s'éteignaient de la nuit, les températures pouvaient chuter à des niveaux dangereux en quelques heures. Beaucoup de familles divisaient la nuit en veille avec quelqu'un toujours éveillé pour s'occuper du feu, une routine épuisante qui usait les gens au cours de l'hiver. La tempête se calma le 8, laissant le paysage transformé. La neige avait dérivé contre les murs des cabanes, enterrant certaines structures presque jusqu'à leur ligne de toit. La colonie se déterra lentement, voisin aidant voisin à dégager chemin et portes. Quand William Strower finalement se fraya un chemin jusqu'à la cabane Brennan pour vérifier la famille, s'attendant peut-être à les trouver en situation désespérée ou pire, il trouva Thomas dehors fendant du bois avec des coups réguliers, sans hâte. L'homme semblait reposé, sain, et sa pile de bois, bien que certainement réduite, n'était nulle part aussi épuisée qu'elle aurait dû l'être. Strower se tenait là dans le froid mordant, sa propre épuisement évident dans chaque ligne de son visage, et demanda franchement combien de bois Brennan avait brûlé. Quand Thomas lui dit, Strayer le traita de menteur, non pas en colère, mais dans l'incrédulité. Ce n'était pas possible. Vous ne pouviez pas garder une famille en vie dans ce froid avec si peu de carburant. Thomas juste haussa les épaules et l'invita à l'intérieur pour voir par lui-même. Ce que Strower vit dans cette cabane changea son esprit. La structure en toile était clairement visible dans la faible lumière qui filtrait à travers la seule fenêtre de la cabane. Il pouvait sentir le froid dans l'espace principal de la cabane. Mais quand Thomas ouvrit le rabat de la tente, une vague d'air réellement chaud se déversa. L'intérieur brillait de la chaleur du petit poêle, et Sarah Brennan était assise à l'intérieur, raccommodant des vêtements tandis que les filles jouaient à un jeu
avec des pièces de bois sculptées. C'était une scène de confort domestique qui semblait impossible étant donné les circonstances dehors. Stryer examina la construction avec un œil critique, passant sa main le long de la toile testant les poteaux, étudiant comment le tuyau du poêle était ajusté à travers le plafond. Il posa des questions, et Thomas y répondit patiemment, expliquant la logique de la réduction du volume, d'isolation en couches, d'utiliser la cabane comme tampon. Quand Strayer partit 1 heure plus tard, il ne riait plus. Il pensait. Le mot se répandit à travers la colonie au cours des jours suivants. Certains gens restèrent sceptiques, pensant qu'il devait y avoir une astuce, un tour ou un coup caché. D'autres commencèrent à demander à Thomas des questions détaillées sur les matériaux et la construction. Il répondit librement, esquissant même des plans de base pour ceux qui voulaient tenter leur propre version. La toile était la partie chère, il admit. Il avait apporté la sienne de Pennsylvanie, mais il y avait un moulin à Fort Benton qui pouvait la commander pour le printemps. Les poteaux étaient assez simples. N'importe quel pain droit fonctionnerait. La vraie clé était d'obtenir les bonnes proportions créant assez d'espace pour vivre confortablement, mais pas tant que vous défaisiez le but et critiquement maintenir la zone tampon entre cabane et tente. Cet espace d'air mort était essentiel. Noël vint et passa marqué par un rassemblement communautaire au poste de traite de Chin, où la famille partageait la nourriture qu'elle avait et chantait des hymnes pour célébrer la saison. Les filles Brennan avaient des joues roses et des yeux brillants, ne montrant aucun signe de l'épuisement au visage creusé que l'hiver apportait souvent aux enfants à mi-saison. Les enfants d'autres familles montraient déjà la tension des longs mois froids. Une vilaine toux avait fait le tour, probablement aggravée par la façon dont les gens se blottissaient près des feux, respirant l'air lourd de fumée. La tante Brennan, avec son évène qui pouvait être ajusté pour maintenir la circulation d'air frais, semblait avoir épargné à la famille cette misère particulière. Janvier arriva avec une vengeance. La 2e semaine apporta des températures qui tombèrent en dessous de 0 et y restèrent pendant des jours. -10, -15. Le 14 de janvier, la colonie se réveilla à -32 degrés. Assez froid pour que la salive gèle avant qu'elle ne touche le sol. C'était le genre de froid qui tuait les gens, le genre qui trouvait toute faiblesse dans les vêtements ou l'abri et l'exploitait sans pitié. C'était aussi le genre de froid qui consommait du bois à un rythme effroyable. Les feux devaient être alimentés constamment pour maintenir même une chaleur marginale. William Strayer passa la moitié d'une corde de bois en 5 jours. D'autres familles brûlaient leurs provisions à des rythmes similaires, et les hommes commencèrent à regarder leurs piles de bois diminuer avec une peur sincère. Si cet hiver continuait de les frapper avec des vagues de froid comme ça, certains gens n'allaient pas s'en sortir jusqu'au printemps. Pas avec du bois à brûler, de toute façon. La cabane Brennan s'asseyait tranquillement dans le froid brutal, un mince filet de fumée montant de son tuyau de cheminée. À l'intérieur de la tente, la famille évaquait à leur routine beaucoup comme ils avaient avant. Thomas alimentait le petit poêle régulièrement, mais chaque bûche durait plus longtemps dans la chaleur contenue. L'intérieur de la tente restait confortable planant dans les bas 60, même quand le froid dehors était à son pire. Il fit une concession pendant ces jours brutaux. Il pendit une 2e bâche de toile sur le rabat d'entrée de la tente, créant un petit espace de sas qui empêchait l'air chaud de s'échapper chaque fois que quelqu'un avait besoin de sortir de la tente pour utiliser les zones de stockage de la cabane. Cette simple addition captura encore plus de chaleur et réduisit les courants d'air à presque rien. Le différentiel de température était stupéfiant. Quand il faisait 32 sous 0 dehors, l'intérieur non chauffé de la cabane était peut-être de 0 à 5 degrés. Assez froid pour que les seaux d'eau gèlent pas solide. Que le givre se formait à l'intérieur des serrures. Mais à l'intérieur de la tente maintenue avec un entretien soigneux du feu et l'addition de chaleur corporelle humaine, la température restait à 62 degrés. C'était une différence de presque 100 degrés entre dehors et dedans, atteinte avec un minuscule poêle brûlant peut-être un 10e du bois que ses voisins consommaient.
La physique ne mentait pas. Chaque couche d'isolation, chaque réduction de volume chauffé, chaque morceau d'espace d'air mort, tout cela s'ajoutait à une efficacité énergétique dramatique. À la fin de janvier, Samuel Chun avait pris une décision. Il approcha Thomas Brennan avec une proposition. La cabane de Chinzone était plus grande que celle de Thomas, 20 pieds et 24, et il brûlait du bois à un rythme alarmant. Il lui restait peut-être 2 cordes et demie de bois, et par ses calculs, cela n'allait pas être suffisant. Thomas pourrait-il l'aider à construire une tente intérieure? Shin paierait pour le travail et les matériaux. Thomas agréa, bien qu'il refusât le paiement. Voisin aidait un voisin à la frontière. C'était le code. Ensemble, ils construisirent une structure en toile à l'intérieur de la cabane de Chen. Celle-ci légèrement plus grande pour accommoder la famille de 5 de Chen. Cela prit 3 jours de travail mesurant et coupant et cousant et ajustant. Quand ce fut complet, Shin alluma son petit poêle pour la première fois dans son nouvel espace intérieur et sentit la température grimper en moins d'1 heure. Sa femme pleura de soulagement. Ils allaient s'en sortir. Février fut le vrai test. Ce fut le mois où l'hiver n'attaquait pas juste, il fit le siège. Le froid s'installa et refusa de partir. Jour après jour de température sous zéro interrompue seulement brièvement par la montée occasionnelle dans les dizaines qui se sentaient positivement doux par comparaison. C'est alors que les piles de bois disparurent. Quand les familles brûlaient meubles et planchers dans le désespoir, quand les malchanceux ou les impréparés gelaient. La colonie avait 23 familles au début de l'hiver. Par la 2e semaine de février, pour les familles avaient déjà fait leurs valises et étaient parties, incapables de se soutenir, se dirigeant vers le sud, vers Fort Benton ou au-delà, espérant trouver abri et miséricorde dans de plus grandes villes. Ceux qui restaient se rapprochèrent, partageant les ressources où possible, vérifiant les uns sur les autres quotidiennement. La pile de bois de la cabane Brennan avait encore presque une corde entière restante. Thomas avait brûlé du bois depuis octobre, et après plus de 4 mois, il avait consommé environ 2 cordes de bois. 2 cordes de bois pour 4 personnes pour 4 mois d'hiver du Montana. La sagesse traditionnelle de la colonie avait exigé 6 à 8 cordes de bois pour la même période. Les chiffres étaient indéniables. William Strower, qui avait appelé Brennan un fou en octobre, maintenant se trouva réduit à un quart de cordes de bois avec au moins 6 semaines de plus d'hiver à endurer. Il avala sa fierté et vint à la porte de Thomas. Brennan pourrait-il épargner du bois? Pourrait-il aider Strower à construire une tente? Thomas regarda le visage hagard du vieil homme, vit la peur et l'épuisement là, et l'invitait à entrer. Il bâtirait une tente, et oui, Thomas pourrait épargner la moitié d'une corde de bois. Le tampon que Thomas avait bâti dans ses calculs, l'extra, ce qu'il avait gardé en réserve, était destiné exactement à ce genre de situation. Au cours des 2 semaines suivantes, 3 autres familles dans la colonie construisirent des tentes intérieures avec l'aide de Thomas. Chaque cabane était différente, nécessitant des mesures et modifications personnalisées pour faire fonctionner le système. Certaines avaient des cheminées au lieu de poêles, qui étaient moins efficaces, mais pouvaient être adaptées avec une conception soignée. D'autres avaient plusieurs pièces qui devaient être considérées. Thomas travailla avec chaque famille pour créer des solutions qui correspondaient à leur situation spécifique. Le principe restait le même. Réduire le volume chauffé, créer des couches isolantes, maintenir des zones tampons. Margaret Witt fut l'une des dernières à accepter de l'aide. Elle avait été la critique la plus vocale de cette notion de tente folle, mais à la mi-février, sa situation était désespérée. La cabane de son défunt mari était mal calfeutrée et avec des courants d'air, et elle était âgée et seule. Thomas et Samuel Chun passèrent 2 jours sur sa cabane, non seulement à construire la tente, mais aussi à réparer le pire de ses lacunes murales et à renforcer son toit. Quand ils finirent, elle eut d'un petit sanctuaire chaud qui la verrait passer jusqu'au printemps.
La troisième semaine de février apporta ce qui serait plus tard souvenu comme la pire tempête de l'hiver. Elle arriva sans beaucoup d'avertissement, juste un changement dans le vent et une chute soudaine de la température. Puis la neige vint pousser par des vents qui hurlaient des montagnes à des vitesses qui rendaient impossible de voir plus de quelques pieds. La tempête dura pendant des jours, pour des jours de conditions de grand dehors, de froid qui pénétrait tout, de vent qui trouvait chaque fissure et espace et l'exploitait sans pitié. La température tomba à 43 sous zéro la deuxième nuit de la tempête. Les familles se blottirent dans leurs abris et prièrent. C'était le genre de tempête qui tuait les gens même dans leur propre maison, qui gelait ceux qui manquaient de bois, ou dont les feux échouaient, ou dont les abris se révélaient inadéquats. Dans la cabane Brennan, la fureur de la tempête fut atténuée. Le vent rugissait dehors, faisant claquer les bûches et faisant à toute la structure crier et gémir. La neige trouva son chemin à travers de minuscules interstices dans le calfeutrage, créant de petits amoncellements dans l'intérieur non chauffé de la cabane. Mais à l'intérieur de la tente, la famille était en sécurité. Le minuscule poêle rougeoyait de chaleur, sa chaleur capturée et tenue par les murs de toile. Thomas l'alimentait régulièrement, mais pas frénétiquement maintenant le feu à un niveau stable. La tente balançait légèrement quand des rafales particulièrement fortes frappaient, mais les poteaux tinrent ferme et la toile resta intacte. Sarah gardait les filles occupées avec des histoires et des chansons, leur enseignant lettres et chiffres, maintenant un sens de normalité au milieu du chaos. La température à l'intérieur de leur sanctuaire en toile ne tomba jamais en dessous de 58 degrés. William Strayer n'était pas si fortuné. La tente que Thomas l'avait aidé à bâtir fonctionnait assez bien, mais Strayer avait attendu trop longtemps pour la construire. Il brûla la plupart de son bois, maintenant toute sa cabane, avant d'accepter de l'aide. Maintenant, au milieu de la pire tempête, son bois manqua. Le troisième jour du blizzard, il s'enveloppa dans chaque morceau de vêtement qu'il possédait et lutta à travers la neige jusqu'à la taille, jusqu'à la porte de Thomas Brennan. Thomas entendit le martèlement sur le hurlement du vent et émergea de la tente pour trouver le vieil homme presque gelé sur son pas de porte. Il traîna Strower à l'intérieur dans l'intérieur froid de la cabane principale, puis dans la chaleur de la tente. Sarah l'enveloppa dans des couvertures et tint du bouillon chaud à ses lèvres, tandis que Thomas dégivrait les doigts et les orteils gelés de l'homme. Quand Strower put enfin parler, il dit qu'il était venu mourir en compagnie plutôt que de geler seul. Thomas lui dit qu'il n'allait pas mourir. Quand la tempête se calma, il s'occuperait de la situation du bois. Jusqu'alors, Strayer resterait ici et il survivrait. La tempête finalement s'épuisa le quatrième jour, les vents mourant graduellement jusqu'à ce que le monde tombe dans un silence étrange. La neige arrêta de tomber et le ciel s'éclaircit pour révéler un froid si profond, il rendit l'air lui-même caissant. Mais le soleil brillait et des hommes émergèrent de leur cabane pour évaluer les dégâts et vérifier les voisins. La colonie avait survécu, mais à peine. 2 cabanes avaient partiellement s'effondré sous des charges de neige. Une famille avait souffert de sévères engelures quand leur feu s'était éteint la nuit, mais personne n'était mort. Cela en soi était un miracle mineur. La communauté se rassembla au poste de traite de Shane une fois les chemins dégagés, et la conversation était centrée sur un sujet. Comment empêcher cela de se reproduire? Comment s'en sortir à travers le reste de cet hiver et se préparer correctement pour le prochain? Thomas Brennan se trouva dans la position peu familière d'être l'expert de la colonie sur la survie hivernale. Des hommes qui avaient vécu une douzaine d'hivers du Montana demandaient son avis, cherchaient son opinion, demandant son aide. Il partagea tout ce qu'il savait, ne retenant rien en arrière. Le système de tente n'était pas compliqué, mais il exigeait attention aux détails et construction appropriée. Il aida les familles à calculer leurs besoins en bois pour le reste de l'hiver, leur montra comment rendre leurs petites poêles plus efficaces, leur enseignant sur la circulation de l'air et le contrôle de l'humidité. La leçon la plus importante, il souligna, était de planifier à l'avance. Cet hiver avait pris beaucoup de gens au dépourvu.
L'hiver prochain, ils sauraient mieux. Mars arriva comme un cadeau apportant des températures qui montèrent dans les 20 et 30. Le pire était passé, bien que l'hiver avait encore des semaines à courir. Mais les vagues de froid mortel étaient finies et les gens pouvaient commencer à penser au printemps, à planter et bâtir et récupérer. La pile de bois de la cabane Brennan avait encore du bois dedans, assez pour voir la famille jusqu'à avril si nécessaire. Thomas avait brûlé peut-être 2 cordes et demie au total pour l'hiver entier. Ses voisins, ceux qui avaient réussi à s'en sortir, avaient consommé 6, 8, même 10 cordes de bois. La différence était irréfutable. Au moment où la neige commença à fondre sérieusement, 15 des familles restantes de la colonie avaient construit une version d'un système de tente intérieure. Chaque était légèrement différente, adaptée à des besoins et circonstances spécifiques, mais toutes suivaient les mêmes principes de base. La réduction de la consommation de bois à travers la colonie était dramatique. Samuel Chin calcula que ces familles utilisant des tentes avaient brûlé environ 60% moins de bois que les méthodes traditionnelles n'auraient requis. Dans un environnement frontalier où ferait signifier la survie, où chaque corde de bois nécessitait des douzaines d'heures de travail brutal pour produire, cette efficacité représentait non seulement le confort, mais la vie elle-même. La nouvelle du système de tentes se répandit au-delà de la Bitterroot Valley. Voyageurs et commerçants portaient des histoires des étranges structures intérieures qui avaient sauvé la colonie pendant l'hiver brutal de 1873 à 1875. D'autres communautés commencèrent à expérimenter avec le concept. Un rancher près de Fort Benton construisit une tente dans sa baraque dortoir qui gardait ses hommes embauchés au chaud tout en utilisant une fraction de leur bois normal. Une famille missionnaire dans le territoire de Dakota adapta le design pour leur station, créant de multiples petites pièces de tente à l'intérieur de leur grand bâtiment. Un camp minier dans les Rocheuses bâtit des structures de tentes communales à l'intérieur d'une grande salle en bois, loguant 30 hommes pendant l'hiver sur un budget de bois qui auparavant aurait soutenu seulement 10. Thomas Brennan devint quelque chose d'une légende locale, bien qu'il repoussât l'attention. Il était juste un homme qui avait fait attention pendant ses jours d'armée, qui avait réfléchi à un problème logiquement et appliqué ce qu'il savait. Il n'avait rien inventé de nouveau. Isolation et réduction de volume étaient des concepts de base. Il les appliqua juste d'une manière qui avait du sens pour la vie en cabane de frontières, mais la colonie était en désaccord. Ce qu'il avait fait était sauver des vies. William Strayer, qui s'était remis de son appel proche pendant la tempête de février, se fit un devoir de reconnaître publiquement qu'il aurait gelé à mort si ce n'était pour l'aide et la connaissance de Brennan. Margaret Whitt dit la même chose. D'autres firent écho à leur gratitude. L'été suivant, Thomas aida à construire 3 nouvelles cabanes pour les familles arrivant dans la colonie, et chaque fut conçue avec le système de tente à l'esprit dès le début. Légèrement plus petites que les cabanes traditionnelles, avec plus d'attention au calfeutrage et au plafond, ces structures furent construites dans un but pour fonctionner avec des tentes intérieures. Les nouvelles familles n'auraient jamais à apprendre la dure leçon que tant d'autres avaient apprise l'hiver précédent. Ils auraient l'avantage de la connaissance accumulée de méthodes éprouvées d'une communauté qui comprenait comment survivre dans cette terre rude. À l'automne de 1875, alors que Thomas Brennan fendait du bois pour son 2e hiver du Montana, il y eut un visiteur. Un homme du journal territorial à Helena avait écrit dehors spécifiquement pour l'interviewer sur son système de tente. Thomas était réticent, mais Sarah le convainquit de coopérer. L'article qui apparut dans le Helena Weekly Herald cet octobre décrivit le système en détail, complet avec mesures et conseils de construction. Il fut réimprimé dans des journaux à travers le territoire du Montana et au-delà. Des lettres arrivèrent à la cabane Brennan d'aussi loin que le Minnesota et le Wyoming, de gens demandant plus d'informations, offrant des remerciements, rapportant leur propre succès avec le design. L'hiver de 1875 à 1875 fut doux par les standards de Montana,
Ce que certains gens dirent était une honte parce qu'il ne donna pas au système de teinte un second test approprié. Mais Thomas savait mieux. Un hiver doux signifiait moins de souffrance, moins de morts, plus de familles survivants pour voir le printemps. C'était le succès indépendamment de combien bien toute technique particulière était prouvée. Et quand l'hiver porta ses dents pendant une vague de froid en janvier, les familles de la colonie l'endurèrent confortablement, leur sanctuaire en toile les gardant au chaud et en sécurité. La méthode que Thomas Brennan avait pionnée ce jour d'automne quand ses voisins l'avaient appelé un fou se répandit à travers la frontière américaine au cours des décennies suivantes. Elle fut adaptée et modifiée, améliorée et personnalisée, mais le principe fondamental demeura. Dans les hivers rudes où le bois était rare et le froid était mortel, le système de teinte intérieure sauva d'innombrables vies. Exactement combien ne sera jamais connu. Mais dans les endroits où l'hiver signifiait un combat pour la survie, où la différence entre assez de bois et pas assez pouvait signifier la différence entre vie et mort, les simples structures en toile de Brennan rendirent ce combat plus facile à gagner. La famille Brennan resta dans la Bitterroot Valley, élevant leurs filles et éventuellement petits-enfants sur ces mêmes 160 acres. Thomas vécut jusqu'à 73 ans, mourant paisiblement en 1907 dans une maison qui avait remplacé la cabane originale. Sa notice nécrologique dans le journal local mentionna son service dans la guerre civile et ses contributions à la fondation de la colonie. Mais les anciens de la communauté se souvenaient de lui pour quelque chose de plus spécifique. Ils se souvenaient de l'hiver quand un nouveau venu avait planté une tente à l'intérieur de sa cabane et prouvé que parfois l'idée la plus folle en apparence se révélait être la voie la plus sage. Ils se souvenaient comment il avait aidé des familles à survivre quand la survie semblait impossible. Ils se souvenaient des leçons qu'il avait enseignées sur la préparation et l'adaptation et pensaient au-delà de la sagesse conventionnelle. William Strower, qui survécut à Thomas de 3 ans, raconta souvent l'histoire dans sa dernière décennie. Comment il avait appelé Brennan un fou, comment il avait ri de la tente, comment il avait presque gelé à mort à cause de sa propre adhésion obstinée aux vieilles façons, et comment Brennan avait sauvé sa vie, pas juste avec du bois, mais avec connaissance et générosité. Strayer finissait toujours l'histoire de la même manière. L'homme le plus intelligent de la colonie, il dirait, était celui que tout le monde pensait être fou. C'est une leçon qui vaut d'être retenue. Dans les communautés de Durlut du territoire du Montana, dans les colonies du Wyoming et les fermes du Dakota, dans les camps miniers du Colorado et les villes d'exploitation forestière de l'Idaho, l'histoire de Thomas Brennan et sa tente intérieure devint partie du folklore frontalier. Elle fut transmise à travers les familles, enseignée aux nouveaux arrivants, adaptée aux temps et technologies changeants. Quand les systèmes de chauffage modernes éventuellement rendirent la technique obsolète, l'histoire resta comme un rappel de l'ingéniosité frontalière, du genre de résolution créative de problèmes que la survie exigeait dans ces endroits étant rudes. Ils arrêtèrent de rire cet hiver de 1873. Ils arrêtèrent de rire quand la tempête de février frappa et les habitants des tentes restèrent au chaud tandis que d'autres gelaient. Ils arrêtèrent de rire quand les mathématiques de la consommation de bois devinrent indéniables. Ils arrêtèrent de rire quand William Strower faillit mourir et Thomas Brennan le sauva. Et ils n'oublièrent jamais ce que Thomas leur avait enseigné sur la survie, sur l'efficacité, sur le courage qu'il faut pour essayer quelque chose de différent quand tout le monde vous dit que vous avez tort. Dans une terre où l'hiver était le plus grand ennemi et le bois était la monnaie de la vie, il leur avait montré une meilleure voie. C'était son héritage écrit non pas dans les journaux ou les monuments, mais dans les vies sauvées et les familles qui survécurent parce qu'un homme avait regardé un vieux problème et vu une nouvelle solution.